Radio J. Radio J, le grand entretien. Radio J. Alain Boer, bonjour. Bonjour. C'est difficile de vous présenter tant que vous êtes connu de nos auditrices, de nos auditeurs en ce dimanche de Radio J, mais quand même, je vais vous présenter. Vous êtes professeur de criminologie au CNAM à Paris, mais aussi aux universités de Pékin et de New York, et vous êtes l'un des principaux criminologues contemporains. Vous nous revenez avec ce très beau dictionnaire amoureux illustré du crime qui est coédité par Plon et par Grunt. On aura l'occasion de l'évoquer tout au long de cette conversation. Alors, à brûle-pourpoint, puisque vous faites des portraits d'Al Capone à Brutus, de Charlotte Corday à Meyer-Lansky, quels sont vos criminels, vos malfrats préférés dans la longue histoire du crime qui, il faut le dire, c'est vrai, échelonne, accompagne, escorte l'histoire de l'humanité? Alors, les préférés ne sont pas toujours les plus intéressants. Ceux que je préfère sont ceux qui ne tuent pas. Les beaux voleurs. C'est votre côté humaniste. Non, pas vraiment, mais j'ai rencontré dans ma vie des assassins, des meurtriers, certains d'ailleurs dans le cadre de règlements de compte, puisque souvent on s'assassine entre soi dans le monde criminel, mais je préfère les grands escrocs. Ponzi, par exemple, je trouve que c'est quand même quelqu'un qui a réussi à donner son nom à un dispositif, c'est-à-dire qui utilise l'appât du gain comme moteur structurel, me paraît, par exemple, être un remarquable opérateur. Et puis, j'aime bien les personnages de fiction. Et vous avez pu voir, d'ailleurs, que grâce à Donald Trump, Hannibal Lecter est revenu... on ne sait pas très bien où, puisqu'il n'a jamais existé. Hannibal Lecter est le composé de 4 criminels, mais il le cite régulièrement comme s'il avait dîné avec lui la veille, et il y a quand même ce côté formidable. Donc j'aime bien le côté fictionnel du crime, même si dans ma vie professionnelle, je rencontre surtout les vrais, les criminels réels, y compris... pas toujours les plus sympathiques. Alors, tout le sel, effectivement, de ce dictionnaire amoureux du crime, c'est que c'est une longue balade, une longue aventure au fil des sociétés humaines, et notamment des sociétés occidentales, qui ont leurs criminels, j'allais dire, irréductiblement, elles ont leurs criminels, mais c'est aussi une balade dans l'histoire de la criminologie. Oui, absolument. Voilà. Avec tous les grands... sociologues. Le fondateur, Émile Durkheim, c'est lui qui a vraiment... Créer le concept et surtout la déterminer. Il y a un fait social qui s'appelle le crime, il y a donc une science qui s'appelle la criminologie, ce qui a réglé la question. D'autres sont allés un peu plus loin, qu'ils ont expliqué que c'était la relation entre un ou des auteurs, une ou des victimes et des circonstances. Alors, Émile Durkheim, c'est une figure importante du franco-judaïsme que certains de nos auditrices, certains de nos auditeurs connaissent. Ou vont découvrir. Grand sociologue, 1858-1917, donc c'est la génération en fait des gens qui ont mis en place l'Alliance israélite universelle. Il adhérait à ces valeurs républicaines et juives, fondamentalement, et il a réfléchi en sociologue à ce qu'il appelait la normalité du crime. Oui. Alors de quoi il s'agit. Le crime est normal, écrit Durkheim. Parce qu'il est humain. Parce qu'une société qui en serait exempte serait tout à fait impossible. Telle est la première évidence que fait surgir la réflexion sociologique. Impossible et insupportable. Alors, normalité, Alain Boer, ça ne veut pas dire, sous la plume de Durkheim, je suppose que ça ne veut pas dire banalité. Alors, ça dépend parce que le crime est banal dans sa masse et exceptionnel dans sa gravité. Mais vous imaginez un espace où il n'y aurait pas de crime dans l'opéra, le théâtre, le ballet, le roman, le cinéma, la télévision, Radio J, de quoi parlerait-on ? Enfin, à Radio J, il n'y a pas de crime, on vous rassure. Mais... Non, mais on en parle. On en parle, absolument, et ça intéresse beaucoup nos auditrices. Donc le fait divers est né du forum où les informations étaient déclamées le matin pour qu'on raconte les crimes de la veille. Ensuite, je rappelle que la grande presse populaire est née avec l'affaire Troppmann, le crime en feuilleton, et que dans les années 30, une immense maison d'édition, Gallimard, a créé un journal formidable, Détective, pour répondre à la fois à la problématique du crime et à sa vision philosophico-intellectuelle, car les plus grands auteurs se pressaient pour parler des faits divers dans ce journal qui doit dater, je crois, des années 30. Et donc, on a bien un attrait, une appétence, une fascination
pour les questions criminelles, parce que la mort, c'est la vie. Alors, Alain Boer, dictionnaire amoureux illustré du crime, c'est le support de notre conversation de ce dimanche. Plon, Grunt, qui se sont associés pour éditer ce passionnant dictionnaire, qui est aussi, évidemment, une histoire de nos sociétés, au travers des différentes entrées, on l'a dit, de Durkheim à Foucault, mais des mafieux de New York à Meyer-Lansky, en passant par Charlotte Corday, Brutus, Al Capone. Meyer-Lansky, qui avait un rôle très particulier dans le crime. Meyer-Lansky, grande figure du judaïsme new-yorkais, il faut le dire. Voilà, mais c'est surtout la période des consigliere, c'est-à-dire ceux qui permettent aux grands opérateurs criminels de régler le problème de que faire de leur argent. Donc, qu'il s'agisse de lui et de tous ceux qu'on va trouver, particulièrement autour d'Al Capone et autres, on a une apparition inédite, non seulement de petits caïds, de petits tueurs, parce qu'il y avait une mafia juive, il faut quand même l'appeler comme ça, une sous-mafia d'ailleurs, mais eux vont devenir les grands argentiers du système criminel. Beaucoup de gens d'origine russe, à New York. Bon, pour l'essentiel à l'époque, russe, polonais, venus de l'Europe de l'Est. Alors assez peu d'Irlandais et assez peu de Siciliens, ce n'était pas la tradition, mais eux ont trouvé leur place et ont inventé d'abord le blanchiment par la blanchisserie, ce qui est quand même pas si mal, puisqu'en achetant des centaines de blanchisseries, il a réussi à réintégrer l'argent de la prohibition dans le circuit légal. Jamais les habitants de Chicago et de Cicero n'ont été aussi propres que durant cette période. Et surtout, après la prohibition, le consigliere d'Al Capone a eu une idée absolument formidable, c'est d'investir massivement dans la distribution du lait. Et c'est grâce à lui notamment qu'on a les dates de péremption, ce qui permettait de renouveler le stock de manière assez rapide en indiquant qu'à un moment, il n'était plus consommable, même si la question aurait pu se penser. Donc, il y a eu un très gros effort de technicité et d'intelligence sur la financiarisation du crime et donc son industrialisation. Donc, on peut trouver, là aussi, peut-être pas pour le meilleur, mais des capacités inattendues dans une partie des organisations mafieuses, car elles l'étaient vraiment, de l'époque. Alors, dictionnaire amoureux et illustré du crime, c'est votre nouveau livre, Événement Alain Boer. C'est l'occasion pour nous de vous interroger un petit peu plus avant sur certains aspects de votre personnalité. C'est vrai que vous êtes un beau parleur, un rhéteur, vous avez un rapport au discours très, 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 très déployé. Pour un prof, ça aide. Et évidemment, on reconnaît là, bien sûr, le professeur. Les grands professeurs, vous êtes professeur au CNAM, vous animez la chaire de criminologie que vous aviez créée, je crois, en 2011. 2009, si ma mémoire est bonne. J'avais d'ailleurs assisté à votre soutenance de création. Alors, justement, là, nous sommes sur Radio J, donc c'est intéressant aussi. Vous êtes né en 1962 dans une famille juive, en partie d'origine polonaise. Vos deux parents sont... Austro-hongrois et polonais. Et polonais, voilà. Et donc, c'est vrai qu'on a envie aussi de connaître, j'allais dire, les secrets d'une trajectoire. Vous êtes un ami de jeunesse de deux personnalités très connues, le publicitaire Stéphane Fuchs et l'ancien Premier ministre, notre ami Manuel Valls, et vous avez choisi effectivement de tracer votre voie dans une discipline dont vous êtes quand même à l'origine de la création en France, il ne faut pas se leurrer. La Renaissance. De la Renaissance, qui est la criminologie. Comment ça s'est emboîté alors que vous étiez... on le sait, chacun le sait, vous allez peut-être revenir là-dessus, un des jeunes espoirs des militants rocardiens de l'époque. Alors d'abord parce que parmi les trois qui se sont réunis, la Troïka, comme ça s'appelait à l'époque, à Tolbiac, et moi un peu avant puisque j'avais connu Stéphane avant de connaître Manuel, même si nous étions d'ailleurs voisins, on s'est croisés mais on ne s'est pas connus. J'étais le seul qui ne souhaitait pas véritablement faire de la politique politicienne ou électorale. Stéphane était le plus ancien dans le grade le plus élevé. Et après sa rencontre avec Jacques Pilan, il s'est orienté dans une exceptionnelle carrière dans la com. Jacques Pilan, qui était donc un publicitaire, mais qui est surtout devenu... Publicitaire mitterrandiste. Mitterrandiste, et le scénariste de la renaissance communicationnelle de François Mitterrand, un homme très important. Très important, et qui avait d'ailleurs imaginé une logique qui a parfaitement servi, qui était distance et rareté, tout ce que les hommes politiques actuels ne savent plus faire. Et ils ont probablement tort, parce qu'ils pensent que l'afflux de médias leur impose d'être présents partout, tout le temps. Ils s'usent et ils ne s'en rendent même pas compte. Alors, je vais les défendre, parce qu'on en connaît chacun.
Que disent-ils en privé? Ils disent, mais tu sais, si je ne vais pas chez Apolline de Malherbe, ou si je ne vais pas sur le plateau de CNews avec Tartan-Schmoll ou Tartampion, les Français, au bout de 3 mois, ils m'auront oublié. Et je suis obligé, comme Nicolas Sarkozy jadis à Beauvau, de fabriquer l'actualité. Voilà ce qu'ils disent. Il y a une différence entre venir être invité dans un média, ce qui est naturel, et se précipiter sur n'importe quelle catastrophe en mobilisant des forces qui feraient mieux de s'occuper des blessés et des victimes ou de chercher les auteurs, en créant un trouble considérable, en mobilisant des forces déjà largement épuisées. François Mitterrand ne venait jamais sur les lieux de catastrophe, pas tout de suite. Il venait commémorer, c'était le cas à la rue des Rosiers, et il recevait à l'Élysée en créant la distance et la rareté. Notre brillant réalisateur qui s'appelle... Il gardait la symbolique. Il gardait la symbolique, et la hauteur et la transcendance. Notre brillant réalisateur qui s'appelle Serge Surpin, qu'on remercie, me souffle dans l'oreillette. Vous voyez, j'ai une oreillette, moi aussi. Édouard Philippe, actuellement, fait l'inverse. Il se fait un peu, entre guillemets, oublier pour mieux se faire désirer. Bah oui, il fait ce qu'il faut faire. Mais en même temps, il est très présent par la fiction, à défaut d'être présent par la présence. Et puis... il est intéressant de laisser tout le monde se brûler les ailes en essayant de se rapprocher du soleil de l'éventuelle élection présidentielle, en se dépêtrant de la gestion très complexe d'un budget et d'un déficit inédit et pour une première fois particulièrement dangereux dans un pays qui n'a plus le luxe de la dévaluation. Dictionnaire illustré et amoureux du crime, c'est votre nouveau livre. Donc on revient bien sûr à cette trajectoire d'Alain Bauer. On va pas faire du commentaire politique, ça n'est pas le lieu ici sur Radio J. Je ne suis pas le mieux placé non plus. Oui, et puis surtout c'est pas l'objet de notre émission. Votre trajectoire, 1962, l'amitié avec Stéphane Fuchs, la rencontre ensuite avec le très jeune... les années 80. Le très jeune Manuel Valls qui vient de devenir français, puisqu'il était... Il n'était pas encore. Et voilà, il était espagnol. Il était en route. Exactement. Alors, si Manuel est plutôt... S'il vous écoutait, il dirait qu'il est plutôt catalan. Oui, bien sûr. Accessoirement espagnol. Un peu italien. Oui, bien sûr. Et très français. Et il est, français, jusqu'au bout de... vraiment, on peut le dire. C'est un vrai produit français. Ah oui, de ce que la France fait de mieux quand elle intègre. De part en part, absolument. Son âme est profondément française et ses engagements le sont profondément. Alors, vous êtes tous les trois, cette troïka de jeunes hommes, très ambitieux, bien sûr, mais vous êtes 3 rocardiens. Oui. Justement, alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce Michel Rocard que vous avez très bien connu, je vous étiez vraiment des intimes. Jusqu'à sa mort. Voilà, vous étiez des intimes de Michel Rocard. Vous étiez d'ailleurs profilés comme étant des héritiers potentiels, chacun dans vos domaines. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui, de l'homme politique singulier qu'il était, du personnaliste chrétien qu'il était, car la dimension protestante chrétienne chez lui était importante. Alors, plus protestante que chrétienne, et qu'est-ce qui vous reste au sens de la spécificité de ce qu'il était. Et Alain Bauer, qu'est-ce qui vous reste de Rocard dans votre vision du monde, ce qu'on appelle chez les Allemands la Weltanschauung? La vérité. Ouais. Dire la vérité. Le rapport à la vérité. Pas dire toute la vérité, parce que c'est parfois très compliqué, mais ne pas mentir. Et Rocard s'est tenu à cette position, ce qui l'a empêché d'être président de la République, mais lui a permis de marquer son époque, comme l'avait fait Pierre Mendès France, dans un style qui lui était proche. Michel Rocard se considérait comme un héritier de Pierre Mendès France, et donc avec un écart considérable dans la vision de la politique qu'avait François Mitterrand, par exemple. Mitterrand mentait ? Jacques Chirac pourrait vous en parler, et vous avez un exercice particulier qui est un débat présidentiel sur les yeux dans les yeux, dont tout le monde sait qu'à ce moment précis, François Mitterrand a choisi de tuer Jacques Chirac plutôt que de reconnaître, une erreur de mémoire. C'est intéressant, Alain Bauer. Vous ne mentez pas, justement, fidèle à ce précepte rocardien? Non, jamais. Je ne dis pas tout, mais je ne mens pas. Oui, alors, vous ne dites pas tout, parce que vous êtes un grand professeur de criminologie, avec un déploiement international, on l'a rappelé, la Chine, les États-Unis, New York, mais vous êtes aussi un conseiller d'un certain nombre de gouvernements. Vos accointances d'ailleurs avec Washington sont nombreuses. Plutôt New York. Oui, je suis plutôt NYPD que Washington. Mais d'accord, mais disons avec les États-Unis. Et donc à ce titre, effectivement, vous avez accès à un certain nombre d'informations. Est-ce que c'est ça, quand vous vous souvenez du jeune homme que vous fûtes, avec Stéphane Fuchs et avec Manuel Valls, qui vous a attiré justement vers le monde de la criminologie et du renseignement? Non, c'est un parfait hasard lié C'est pas cette volonté de savoir dont parle Michel Foucault? Pas du tout.
Non, Vraiment non, vraiment. C'est arrivé tardivement. Vraiment? Et par la faute de Michel Rocard, d'ailleurs. Pourquoi? Quand on est arrivé à Matignon, moi j'étais formaté, j'étais vice-président de l'université Panthéon-Sorbonne, membre du conseil de la chancellerie de l'Académie de Paris, du conseil national d'enseignement supérieur et de la recherche. J'avais coché toutes les cases pour être conseiller aux universités. Un parcours classique d'un télo. Ah, voilà. Et donc j'aurais dû finir comme recteur un jour, tardivement, hein, j'étais quand même très jeune, ou éventuellement, mais alors très 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 tard, conseiller d'État. Thèse de doctorat? Ah oui, après, parce qu'on faisait trop de politique pour faire des études. Mais le sujet à l'époque était de faire ça, et donc je m'étais préparé à faire ça. Et quand on est arrivé à Matignon, si vous vous en souvenez, on a commencé par une crise historique qui était UVA, la Nouvelle-Calédonie, déjà. Quand vous dites on est arrivé à Matignon, c'est-à-dire avec Michel Rocard. Avec Michel Rocard. Voilà. Et donc, on s'est tous mobilisés pour sortir de la crise. Il y a eu un comité avec Christian Blanc, Roger Leray, le pasteur Stewart, qui c'est un représentant de l'Église catholique dont le nom va me revenir, mais là, c'est pas de la méchanceté, c'est juste un trou de mémoire, et qui a permis de travailler. Et donc, on a beaucoup travaillé pour établir la paix, le dialogue. Ça a pris un temps très important. Et ensuite, quand j'ai pensé que j'allais pouvoir enfin occuper des fonctions qui m'étaient, en tout cas dans ma tête, promises, j'ai été envoyé voir Rémi Pottrin, conseiller aux affaires intérieures, qui a expliqué, grosso modo, que les Rocardiens étaient formidables, que sur les questions sociales, économiques, industrielles, on poussait un arbre, il en tombait 12, mais que sur le régalien, il y avait comme un trou dans la raquette, et que donc, il avait demandé, parce qu'il était un grand serviteur de l'État, mais qu'il n'était pas un rocardien, au sens de l'intimité et de la confiance qui peut exister entre des gens qui se connaissent depuis longtemps, et des gens très compétents, mais que vous venez de récupérer parce que vous devez composer un cabinet, vous ne les choisissez pas tous, il lui fallait un rocardien, parce que le jour où on aurait vraiment des difficultés graves, il faudrait que quelqu'un puisse dire les yeux dans les yeux à Michel Rocard, que la décision qu'il allait prendre était importante et valable autant pour l'État que pour lui. Et donc, j'ai été désigné volontaire, sans avoir eu mon mot à dire, auprès de Rémi Pottrin. Et là, j'ai eu à traiter, c'était mon bizutage, l'attentat du DC-10 du TA, la chute du mur de Berlin et la guerre du Golfe. C'est comme ça que s'enclenche une vocation, en quelque sorte, de criminologue et de spécialiste du renseignement. Parce que je me suis découvert d'abord deux problèmes. Un, il y avait assez peu d'écrits sur le sujet. La droite considérait qu'elle savait tout, donc elle n'écrivait rien. Et la gauche, qu'il ne fallait pas s'en occuper, parce que c'était les patates chaudes. C'est, en fait, Georges Clemenceau avait gagné contre Jaurès sur la question politique, mais il avait perdu sur la question intellectuelle. Voilà. Et donc, je me suis retrouvé face à un vrai problème. Et j'ai été rapidement repéré par l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po, qui lançait un PEA métier de la ville, dans lequel les questions de sécurité urbaine, qui apparaissaient doucement, devaient être traitées. Et ça prouve que les académiques voient les choses souvent bien avant les politiques, qui ne voulaient pas s'en traiter, alors que même les élus rocardiens, les élus socialistes en général, mais les élus rocardiens, sentaient qu'il se passait quelque chose et qu'il fallait commencer à répondre à cette question plutôt que d'expliquer le triptyque habituel, négation, minoration, éjection en français courant. 1, c'est pas vrai. 2, c'est vrai mais c'est pas grave. 3, c'est vrai, c'est grave mais c'est pas moi. Alors Alain Boer, on est ensemble, vous êtes professeur de criminologie. Pour ce grand entretien, c'est passionnant. Vous avez dénoncé il y a quelques années la twitterisation des cerveaux. Vous l'avez refait d'ailleurs. Oui, avec la tiktokisation. Ouais, au début de notre conversation. Je me suis adapté. Bon, vous l'avez refait et vous conseillez à tous vos amis responsables publics, quel que soit le niveau de leur engagement, de pas se précipiter tout le temps pour donner leur avis sur tout et rien, parce que c'est le néant justement qui les rattrape. Alors justement, c'est intéressant, vous venez de dire quelque chose sur le lien de l'académique, du monde universitaire, du temps long de l'université, et du monde politique. On sait qu'une des forces des États-Unis, c'est que ce lien n'a jamais été coupé. D'ailleurs, même les néoconservateurs l'illustraient à leur façon, ils étaient souvent professeurs ou ils avaient des chaires dans des think tanks ou dans des universités. En France, ce lien, malheureusement, il est relâché. Et d'ailleurs, quand un homme politique comme Bruno Le Maire choisit l'enseignement à Lausanne, c'est presque un événement national tellement ça semble singulier. Il n'y a pas d'ENA aux États-Unis, et c'est ça qui change tout. Ils sortent tous de l'université, alors avec ses avantages et ses inconvénients, mais la culture classique reste l'élément moteur de la reconnaissance, et d'ailleurs la plupart... Mais ça veut dire que les responsables publics aux États-Unis, ils ont moins le nez sur le guidon ? Non, mais la structure de l'État est très différente. D'abord, il y a 50 États et pas un seul. L'État n'est pas le seul à intervenir. La plupart des think tanks américains sont d'abord des tanks, plus que des think. Ouais. Mais ils sont obligés de construire
une vraie culture de la réalité. Et vous voyez, avant de venir chez vous, je me suis dit que je voulais vous parler d'un individu dont personne ne parle. C'est le hasard, hein, c'était Paul Weyrich. Il faut que vous me disiez qui c'est. Je le connais pas moi-même, je suis très honnête avec vous. Alors, Paul Weyrich est le fondateur de l'Heritage Foundation. D'accord. C'est l'homme qui a structuré la revanche de la droite républicaine et l'arrivée de la droite trumpiste au pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'en 1999, il y a 25 ans, il écrit une lettre en disant « Nous avons perdu la guerre culturelle. C'est fini. Nous ne regagnerons plus jamais. Nous ne regagnerons jamais sur le terrain des idées, sur le terrain de la culture, sur le terrain des traditions, sur le terrain de la dévotion. Nous devons donc sortir du terrain habituel de la démocratie pour entrer dans un processus de guerre, The Culture War, 1999. Et cet homme, avec Roy Cohn, l'ancien McCarthyiste, qui a été le pilon de Trump, crée les conditions de ce qu'on appelle une guerre politique de rupture, comme Vergès faisait de la justice de rupture, hein, de la défense de rupture, et voilà. Et il écrit, il ne se cache pas, il l'écrit, il le diffuse, tout le monde le sait, personne n'y croit. Et ce qui est absolument fascinant dans mon métier, et que je enseigne ça à des policiers, des gendarmes, des militaires, des espions ou des futurs espions, des analystes du renseignement, c'est que en général, on sait tout et on ne comprend rien. Et je suis absolument fasciné de la reproduction permanente de ces erreurs absolument invraisemblables qui sont celles que... Ouais. Et c'est là où l'académique a un rôle, simplement en rappelant que tout n'est pas né du moment, qu'il existait des choses avant et qu'il en existe après, mais que toutes les révolutions culturelles, qu'elles soient conservatrices ou progressistes, commencent par un écrit académique. Paul Weyrich, donc c'est un exemple pour vous, visiblement, presque un modèle. Hein, voilà. C'est pas pour moi, non. C'est un modèle à donner. De réflexion sur le temps long. Oui, sur le temps long et la structuration d'une idée qui ensuite se diffuse. Vous savez, Rocard avait une idée, il disait le rocardisme, c'est comme le sucre dans l'eau. Au bout d'un moment, le sucre a disparu, toute l'eau est sucrée. On se retrouve après une petite pause, cher Alain Boer, c'est passionnant. On parle à Sauer à Gambade, bien sûr, de votre dictionnaire amoureux illustré du crime aux éditions Plomb et Grunt. Et oui, nous sommes de retour, chères auditrices, chers auditeurs de Radio J. Alain Boer est notre invité exceptionnel pour ce grand entretien. Dictionnaire amoureux illustré du crime aux éditions Plomb et Grunt. C'est le petit nouveau, c'est le dernier petit Boer. Alors, on parlait justement... On va dire que c'est un grand, parce que... Ouais, c'est un grand, hein, c'est un livre volumineux. Celui-là a un format... Un livre volumineux, mais un format dit de beau livre. Mais oui, et un prix défiant toute concurrence, 34,95 €. Alors, vous parliez de la reconquête culturelle. C'est vrai que c'est un sujet qui est dans l'air. Tous les camps politiques aujourd'hui, le centre, bien sûr, mais aussi la gauche, à l'évidence, la gauche social-démocrate, la droite aussi, cherchent à renouveler leur logiciel. Alors, ma question est très simple, puisqu'on fait mieux connaissance avec vous. Nous avons parlé de votre matrice rocardienne, de vos idéaux personnels. Nous n'avons pas parlé de vos engagements après politiques plus tardifs, notamment aux côtés de notre ami Manuel Valls. Vous croyez encore qu'on puisse réinventer une social-démocratie moderne et républicaine, fondée sur les idéaux de la République sociale et fraternelle ? Le problème, c'est pas la refondation, c'est que tout le monde avait oublié. C'est-à-dire qu'on était parti du principe que tout était évident, donc il n'était pas utile de rappeler les fondamentaux. Vous voulez dire que le Parti socialiste n'a pas assez travaillé ces 15 dernières années ? Le Parti socialiste n'a pas travaillé du tout. Le Parti socialiste est arrivé au pouvoir, s'est rendu compte en 83 que le rapport à la réalité lui posait un petit problème. C'est-à-dire que tout ce qui avait été raconté lors de la conquête du pouvoir, le mensonge électoral de la conquête du pouvoir, ne pouvait pas fonctionner. 83, c'est le retour à la réalité, le retour à la rigueur. Il faut rendre hommage d'ailleurs au courage de Pierre Mauroy, Jacques Delors, Pierre Bérégovoy, évidemment Michel Rocard qui était le tenant de cette ligne, qui n'avait pas réussi, puisque Michel n'était pas assez démago pour gagner. Donc c'est son grand défaut, mais c'est sa grande qualité. Après tout, de temps en temps, il faut quand même dire les choses. Et depuis, le PS n'a cessé de travailler. Totalement. Alors, il vit sur une mythologie historique et ancienne qui aboutit à cette curiosité qu'est le NFP. Alors, Alain Boer, c'est votre opinion, elle est très intéressante évidemment, et vous parlez d'or aussi parce que vous parlez à partir de cette matrice rocardienne que nous avons sollicitée pour retracer un petit peu vos fondamentaux. On pourrait vous objecter,
Je le fais, vous voyez, je me fais le porte-voix des gens qui... L'avocat du diable. Oui, peut-être, mais qui... Écoutez, par exemple... Qui est une création que l'armée d'Israël avait empruntée pendant longtemps au grand état-major prussien. On va y venir. Alors, Alain Boer, on pourrait vous objecter que, par exemple, sur le régalien, depuis le colloque de Villepinte, Oui. le Villepinte, c'était donc à la fin des années 90. Dont j'ai été un des rédacteurs pour Bien. Jean-Pierre Chevènement. Alors, vous allez nous en parler. Justement, cette gauche social-démocrate, c'est sur ce plan-là, sur le plan du rapport à la sécurité, à la police, un peu chevènementisée. Et que, au fond, aujourd'hui, elle joue presque à armes égales avec la droite républicaine, non ? Elle s'est chevènementisée pendant quelques mois. Et d'ailleurs, pendant ces quelques mois-là, elle était jugée comme plus crédible que la droite par les sondages d'opinion. Mhm. Mais une fois que Jean-Pierre Chevènement a été out, le débat qui a eu lieu notamment avec Lionel Jospin, dont j'ai un souvenir personnel, Vous pouvez nous en rappeler les tenants et les aboutissants, Alain Boer ? eh bien, le débat était, y a-t-il une mise en scène de l'insécurité ou y a-t-il une réelle insécurité ? C'est toujours le débat d'aujourd'hui, Voilà. d'ailleurs. Bon, après, on est parti sur la violence, plus de violence, moins de violence, papivoise, TF-haine, H-A-I-N-E, etc. Mais nous, ce qu'on regarde, c'est pas l'impression, c'est pas le sentiment, c'est la réalité. Mhm. Voilà, la réalité. Et donc, on regardait combien il y avait de victimes physiques d'une agression. Mhm. Quand ce chiffre augmente, moins par la prise en compte des statistiques par les services de police que par celui des urgences, qui est un indicateur totalement fiable, il n'a pas à se justifier d'une augmentation ou une baisse. C'est juste qu'il accueille des gens et qu'il les traite. Et qu'on dit il y a quand même un vrai sujet de montée de la violence en France. Et que la réponse est de dire non, c'est une impression, c'est un sentiment, tout ça n'est qu'une manipulation menée par la droite, l'extrême droite, eh bien, on a un débat qui est la déconnexion du réel. Or, l'électeur, il est assez raisonnablement sensible. Quand vous Est-ce que vous êtes en train de nous dire, Alain Boer, quand vous lui pour être dites, clair, termine, Ouais. quand vous lui dites que ce qu'il subit n'est pas vrai, Ouais. que ce qu'il subit n'est pas grave et que par ailleurs vous n'y pouvez rien, l'électeur, il va chercher quelqu'un qui lui dit un, que c'est vrai, deux, que c'est grave, et par ailleurs, de temps en temps, il entre dans un autre schéma où il dit ah non, mais en plus je sais qui c'est. Et là, vous entrez dans une autre sphère qui est la manipulation politique. Mais la reconnaissance du réel vous rend plus crédible que le fait que je vous dise l'inverse. Alors, Comme est-ce si que- je vous expliquais que l'antisémitisme n'existait pas et que c'est une pure invention de la communauté juive. Alors évidemment, nos auditeurs sont très intéressés par ce propos, parce que là, on entre un peu dans le dur des débats d'aujourd'hui, illustrés par votre expertise de professeur de criminologie, de spécialiste du renseignement. Il y a, à l'évidence, bien sûr, une explosion des violences dans la société française, Oui. explosion de toutes sortes. Est-ce que vous avez le sentiment, puisque là, je vous parlais de la gauche, je vous challengeais sur la gauche, Alain Boer, qui est votre matrice historique, est-ce que vous avez le sentiment que depuis l'expérience Valls 2014-2017, prolongée par Cazeneuve, la gauche aurait régressé dans le domaine de la lucidité sur les problèmes de régalien ? Ah, elle a régressé dans tous les domaines. D'accord, c'est-à-dire Elle a disparu chercher une idée de gauche exprimée d'une manière compréhensible par un opérateur politique qui vous donne l'impression que, en fait, ça serait bien de voter pour lui. vous n'en trouvez pas. Si, un peu chez les écolos, parce qu'ils ont une matrice qui leur est propre et qui est compréhensible. Vous avez fin du mois ou fin du monde, mais c'est un choix. On a l'impression qu'il faut choisir l'un des deux, mais pas les deux. Mais au moins, il y a un réengagement d'une partie importante de la jeunesse sur la question environnementale, y compris un réengagement parfois très violent, au nom du fait que les boomers les ont sacrifiés et que nous allons laisser une terre dans un état lamentable. Dévastée, ce qui n'est pas faux, et on ne peut pas leur reprocher la logique. On peut leur reprocher les méthodes, mais pas le constat. La lucidité est là. Mais quelle est l'offre politique qui répond à cela ? Il n'y en a pas. Vous avez une offre politique extrêmement radicale et en partie violente du point de vue de l'expression politique. Comment il dit Jean-Luc Mélenchon, la culture du clash et de la radicalité. Il faut tout radicaliser, voilà. Mais c'est un choix, c'est une orientation, c'est un cadre. Il ne faut pas le prendre pour plus idiot qu'il n'est. Il est très intelligent, il sait très exactement ce qu'il fait. Et c'est son moteur puisqu'il considère qu'il a perdu les quartiers ouvriers et qu'il faut regagner sur les quartiers, entre guillemets, issus de l'immigration. C'est un choix. Il est cohérent, il n'est même pas caché. On l'a vu avec la campagne européenne. Et puis, d'un autre côté, vous avez une culture du rejet et une autre forme de radicalité entièrement rénovée et remodelée par Marine Le Pen et encore mieux par Jordan Bardella. Encore mieux, ça veut dire quoi ?
il ne porte pas le nom qui pèse, parce que c'est quand même un sujet important. Jordan Bardella, aujourd'hui, il a une cote de popularité, une reconnaissance, surtout chez les populations jeunes, les populations ouvrières, qui est... il est délesté de la marque Le Pen. Oui, puisqu'il n'a jamais été lesté. C'est quand même plus facile. Et par ailleurs, il représente une nouvelle génération, comme Gabriel Attal a représenté un espoir pour le camp macroniste, avant que le président de la République lui-même essaye de le liquider. Et c'est toujours assez fascinant de voir à quel point c'est dur d'être un dauphin quand le roi n'est pas mort. Mais vous pensez que Gabriel Attal, c'est le rocard d'aujourd'hui ? Non, il n'est pas rocard. Je pense qu'il a beaucoup de qualités, beaucoup plus qu'on ne le dit, qu'il a été assez maltraité. Mais par exemple, je lui sais gré, par exemple, d'avoir laissé une option que personne ne veut prendre, je ne sais pas pourquoi, pour régler la question du budget. Quand Gabriel Attal s'en va et qu'il dit « vous n'avez qu'à prendre le budget de l'année », et faire à zéro le même l'année prochaine sans vous casser les pieds, ce qui fera gagner au moins la moitié de ce qu'on cherche, je trouve que c'est très intelligent. Mais peut-être un test trop simple. Alors, Alain Boer, je garde le fil de notre réflexion sur la gauche et le régalien. Heureusement que vous êtes là. Non, mais c'est la deuxième partie de notre émission, elle est passionnante, puisque vous provenez de cette matrice de la gauche humaniste, social-démocrate, rocardienne. Je suis une espèce protégée désormais. On est d'accord. Je suis dans une réserve. On est d'accord. Un peu très protégé, un peu minoritaire sur le plan politique, mais qui existe. En fait, on sait pas bien... autour de Manuel Valls et de Bernard Cazeneuve. Le sucre a fondu. Tout est sucré, plus ou moins. Justement, cher Alain, nous commentons à sauce et à gambade votre passionnant dictionnaire du crime, mais c'est l'occasion de réfléchir sur notre société française d'aujourd'hui. Vous venez d'ailleurs d'interpeller nos auditeurs en parlant de l'antisémitisme, de l'explosion des violences de toutes sortes, du sentiment que beaucoup de Français juifs ou Français non juifs d'ailleurs, ont que leurs enfants sont à la merci, j'allais dire, des pires criminels. On l'a vu lors de récentes affaires, depuis l'affaire Lola, qui ont défrayé... Aux Philippines, plus récemment, qui ont défrayé la chronique. Alors ma question est très simple. Très simple. Vous êtes l'un des plus grands spécialistes de criminologie sur la planète aujourd'hui. Est-ce que nous sommes moins en sécurité dans la France de 2024 que, par exemple, dans la France de 2014 ? Alors, le moment où tout bascule, c'est 2012. En 2012, on a un indicateur, il vaut ce qu'il vaut, mais il existe. Il n'y a pas d'indicateur de la violence, mais il y a un indicateur des homicides. Car en France, depuis 1539, gloire à François Ier, nous avons un état civil. C'est aussi notre état de police qui est très organisé. Là, c'est un état purement civil pour sortir de l'état des paroisses. Vous voyez, bon. Et donc, nous avons à cette occasion un niveau qui est assez simple. Entre 1539 et nos jours, en période de paix, on est passé en moyenne de 150 homicides pour 100 000 habitants. Vous voyez, on intègre la démographie du pays, pas seulement la quantité, à 1. Je peux vous dire, jamais on a été aussi en sécurité sur l'indicateur ultime de la violence, le meurtre, l'assassinat, l'homicide. Et en fait, oui mais non. Car en 2012, on a atteint notre plus bas historique, 700. 700 homicides. La France est un pays où on tue peu. En 2023, on est remonté à 1000, un peu plus de 1000. Ouais, c'est 50% d'augmentation. Sauf que c'est une remontée que les gens sentent. Bien sûr. Sauf que elle est accompagnée de deux autres éléments. Le premier, c'est les tentatives d'homicide qui ne sont que des homicides ratés, soit par l'incompétence des tueurs, soit par l'efficacité des services de secours. Et là, en 2023, nous sommes à notre pire niveau des 50 dernières années. Alors, est-ce que c'est vrai que ces tentatives d'homicide, qui pour certaines sont déjouées, grâce à Dieu, se font beaucoup à l'arme blanche ? Aussi. À Dieu aussi. Oui, elles se font avec tout. Au couteau ? Au couteau, à la Kalachnikov, à l'arme de chasse, au véhicule. Vous savez, le pauvre cycliste qui se fait rouler dessus. En fait, il y a une violence sociale qui est revenue, une violence sociétale. Et donc, quand on parle de sentiment d'insécurité, en fait, on est face à un climat de violence. Et c'est ça qui a tout changé. Une insécurité d'atmosphère, pardonnez-moi de vous interrompre. Et si vous rajoutez ça, les coups et blessures volontaires, qui ne sont ni des homicides, ni des tentatives d'homicide, mais du règlement de compte avec les poings, ou avec les armes blanches, ou avec des battes de baseball, ou avec n'importe quoi qui vous tombe sous la main, eh bien, vous avez une augmentation massive du nombre de victimes enregistrées. Et c'est ça qui change tout. La victimation physique, la rencontre avec un agresseur, parce qu'on n'est plus dans le sentiment, dans l'idée que, oui mais non, tout ça est une invention, on est dans la réalité physique. Il y avait moins de 100 000 agressions par an entre 1950 et 1994. Nous sommes à près de 500 000 par an. 500 000 par an, c'est 500 000 victimes, plus leurs familles, plus leurs proches. On est passé dans un climat de violence, et ce climat, il est la réalité, et elle ne se discute plus.
Parce que, justement, tous ces gens ont été victimes directement. Ils ne sont pas simplement les spectateurs de leur victimation, mais des acteurs. La demande de sécurité et le stress post-traumatique qui vont ensemble, qu'on ait résisté ou pas, qu'on se soit fait battre ou pas, créent des conditions inédites de demande de sécurité. Alors, je reviens à ce qu'on se disait en première partie de cet entretien passionnant, Alain Boer, c'est dans votre dictionnaire amoureux, la relativité historique de la criminalité. Ça, c'est une thèse de Durkheim, hein, justement. Bien sûr, oui. Voilà, l'un des fondateurs de la sociologie de la criminalité. Aujourd'hui, appliqué... De la sociologie tout court et de la la sociologie... criminologie en particulier. Bien, donc appliqué... 1895, méthode des sciences sociales. Appliqué à notre pays, est-ce qu'on peut détailler les zones du territoire dans lesquelles, alors on a beaucoup parlé récemment de Marseille, à la suite des visites du président de la République, etc., les zones du territoire dans lesquelles certaines formes explosives de criminalité sont aujourd'hui devenues, Alain Boer, puisque je reprends vos mots, hors de contrôle. Alors, hors de contrôle, moi je ne le dis pas sous cette forme-là. Non, mais enfin c'est une formule qui est utilisée. Je dis dégradation, mais moi je n'utilise pas le mot hors de contrôle, parce qu'en fait, quand on veut contrôler, on contrôle. Le problème, c'est le retrait. Vous êtes sûr de ça ? Ah oui, bien sûr. Oui, j'ai fait ça à New York, donc... Alors, je ne trahis aucun secret, mais il y a quand même des policiers, vous les connaissez mieux que moi, qui disent, mais nous sommes en face d'une masse de délinquants tellement importante que d'une certaine manière, la puissance publique est dans certains territoires, dans certains départements, la puissance publique serait dépassée. Vous ne partagez pas cette optique ? Pas du tout. Je partage l'optique de Georges Clémenceau, créant les brigades du Tigre et réglant en 3 ans une crise criminelle majeure. J'allais le montrer. Voilà. J'allais le montrer. Donc ça, c'est une planche très intéressante. Page 34-35. On sait, alors d'ailleurs, clin d'œil à notre ami Manuel, vous partagez avec Manuel Valls, l'ancien ministre de l'Intérieur, et ensuite Premier ministre, une fascination profonde pour Clémenceau. Vous pensez que Bruno Retailleau devrait s'inspirer de Clémenceau, par exemple, qu'il admire aussi ? Il a la posture, en tout cas. C'est un ministre de l'Intérieur. On ne lui demande pas d'être laxiste. Non, mais il a mis son portrait. Oui, heureusement, mais il a raison. Georges Clémenceau fait face à une crise criminelle majeure, où les policiers et les gendarmes lui expliquent qu'ils n'y peuvent plus rien, qu'ils sont perdus, qu'ils ont des tas d'éléments qui les empêchent qui sont à cheval avec des sabres en train de courir derrière des criminels en véhicule avec des armes à feu, et qu'en plus, il faut qu'ils s'arrêtent à la frontière de chaque département. Clémenceau regarde les policiers, son administration, les préfets, qu'il a réunis très tôt au ministère de l'Intérieur, et d'ailleurs il s'étonne qu'il y ait si peu de monde. Et donc, pour répondre à ça, Clémenceau dit à ses collaborateurs, il dit donc, si je comprends bien, il faudrait que je demande aux criminels de bien vouloir s'adapter à ma police. Réponse un peu désabusée de ses collaborateurs, oui, monsieur le ministre, il était président du Conseil aussi, et Clémenceau dit, je vais plutôt faire l'inverse. Et il crée les brigades du Tigre. 2 ans plus tard, la question criminelle française est résolue. Donc, c'est plus un problème de volonté, d'organisation et de cadre, c'est un problème d'ordre avec un O majuscule. Le retour à l'ordre est ce que demandent les Français les citoyens de ce pays, quelle que soit leur nationalité, ceux qui vivent ici, dans à peu près tous les secteurs. Oui, dans à peu près tous les secteurs, et quelles que soient d'ailleurs les allégeances politiques. C'est-à-dire à l'exception d'un noyau, on va dire, d'insoumis. Même pas. Non, ne prenez pas. Les insoumis sont très ordonnés. D'ailleurs, c'est la structure la plus ordonnée des partis politiques de la République. C'est celle où il n'y a qu'un seul chef. Bon, alors attendez. Donc, on va détailler. Vous avez raison, le besoin de retour à la sécurité et à l'ordre public régalien est universellement partagé en France aujourd'hui dans tous les territoires. Tous les âges, tous les territoires, toutes les affiliations politiques. Voilà, de la Creuse à la Réunion et de la Seine-Saint-Denis aux Bouches-du-Rhône, tous les citoyens, passant par la Martinique et la Nouvelle-Calédonie, veulent le retour à l'ordre. Bien. Ça, on est absolument d'accord. Vous plaidez pour le volontarisme politique, donc vous considérez qu'en quelque sorte, on est en arrière de la main par rapport à la question du volontarisme. Je vous objectais, mais c'était pour vous challenger, ces paroles de policiers qui disent « mais non, mais il y a une telle masse de criminels qu'on est débordé ». Il y a aussi cette question du narcotrafic. Oui. Certains, je ne sais pas si c'est votre cas, évoquent le glissement progressif de la France, malgré elle, vers la condition, qui est celle des Pays-Bas, par exemple, de devenir un narco-État. Je l'ai dit. Je l'ai dit à la commission d'enquête du Sénat. Alors, laissez-moi finir ma question, cher Alain Boer. Si la France devient progressivement un narco-État, comme vous l'avez dit devant la commission d'enquête du Sénat, est-ce que cela ne rend pas encore plus difficile la mobilisation clémenciste que vous appelez aujourd'hui de vos voeux ? Pas du tout. C'est un problème de saturation du terrain. La saturation du terrain, c'est une organisation ordonnée qui vise à expliquer qu'on ne fait pas des opérations coup de poing et on s'en va.
on sature le terrain et on rend impossible le dispositif. Et donc, on va vers un échauffement. Mais au lieu d'un échauffement qui se termine par la victoire des émeutiers, comme ce fut le cas déjà à une reprise récemment, on va vers un échauffement qui se traduit par la victoire de l'autorité. En fait, il faut bien comprendre, le crime organisé, c'est pas l'ordre contre le désordre, c'est l'ordre contre un autre ordre. Ouais. Et donc, dans cet autre ordre, il y a une compétition. Pour eux, la police est une autre bande. Et donc, il faut comprendre les mécanismes. Ils sont connus, les criminologues passent leur temps à expliquer comment marche le crime, comment marche la financiarisation du crime. Qui a fait tomber Al Capone ? C'est pas la police, c'est le fisc. Toutes les méthodes sont bonnes à prendre, toutes les méthodes sont disponibles et elles fonctionnent toutes. Mais il faut le vouloir et il faut assumer le fait d'aller à la confrontation avec les organisations criminelles qui ne respectent que la force de l'autre. Alors nous, c'est la force de la loi, mais cette force-là, elle est très diminuée aujourd'hui par une espèce de peur panique. De peur panique de quoi ? De tout, de l'émeute, d'être mal vu, d'être mal considéré. Vous savez, je suis toujours fasciné par la capacité qu'ont les gens de droite à se faire juger par les gens de gauche et réciproquement. Ce qui fait que les électeurs sont jamais contents. Aux États-Unis, où il y a des élections, je peux dire qu'un démocrate, c'est un démocrate, un républicain, c'est un républicain, qui se cache pas derrière leurs petits doigts et qui se foutent comme de l'an 40 de ce que disent les autres. On le voit ces jours-ci. Hein, oui, l'électeur tranchant in fine, et c'est à peu près le meilleur système qu'on puisse inventer, que chacun redevienne ce qu'il est, ce qu'il doit être, et offre une perspective à des électeurs qui, librement, par le pouvoir citoyen, décident de ce qu'ils veulent pour leur vie. Alors, Alain Boer, c'est passionnant. Dictionnaire amoureux illustré du crime, c'est votre nouveau livre, une coédition Plomb-Grunt. On évoque évidemment l'explosion de l'insécurité, de la criminalité sur le territoire français. Pourquoi le concept de mexicanisation n'est pas forcément à reprendre à votre compte ? Expliquez-nous d'ailleurs de quoi il s'agit. D'abord, sur le territoire du Mexique sont perdus, que le crime organisé dirige le pays, en tout cas toutes les provinces nord, celles qui sont la frontière avec les États-Unis, que les équipements sont tels qu'ils peuvent se confronter à l'armée mexicaine. D'ailleurs, une partie des unités narcos sont des anciens commandos de l'armée mexicaine, beaucoup mieux payés. Donc, il y a une sorte de répartition du territoire qui ressemble à peu près à la Sicile, mais sur un territoire plus grand, et puis avec une problématique de contrôle de l'immigration. Donc, Alain, il n'y a pas de mexicanisation en France ? Pas encore. Pas encore, mais il faut se donner les moyens de l'éviter. Dernière question, mais elle était évidemment très importante. On l'a effleuré tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on le développe encore. On a 2-3 minutes sur cette question. On ne fait pas assez non plus, la puissance publique ne fait pas assez non plus, selon vous, pour endiguer le flot boueux terrible de l'antisémitisme qui a explosé de plus de 1000% depuis le 7 octobre 2023 ? Alors, non, ça je crois pas. Ça, je crois que globalement, l'État est sensible au problème et que la mobilisation contre les actes est réelle. Il y a une dénonciation collective de la quasi-totalité des forces politiques. Là, effectivement, il y a un cas particulier, mais sur le fond, non, la dénonciation et la mobilisation est réelle. Ceci dit, il y a aujourd'hui, dans la construction de ce qu'on n'apprend plus à l'école, de la peur qu'ont une partie de mes collègues de l'enseignement secondaire à cause de l'assassinat de certains de leurs collègues, de la tension qui existe, de l'incapacité du ministère de l'Éducation nationale pendant des années et des années à protéger le contenu des enseignements, notamment ceux de la laïcité, ceux de la diversité de points de vue, ceux de laisser justement les forces de la religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hors de l'école, ont créé les conditions de cette espèce de négociation permanente où il n'y a plus d'élèves mais des consommateurs d'école, avec un poids des parents qui a fait l'objet d'une sorte de compromis permanent qui ressemble à peu près à tout ce qu'on peut faire de pire quand on négocie avec des gens avec qui on ne devrait pas négocier. La force de l'autorité, le pouvoir de l'autorité, la nature propre du monopole de la violence légitime, c'est l'État. Et le problème de l'État en France, c'est qu'il a créé la nation. À la différence de la plupart des autres pays où des nations ont créé des États, l'affaiblissement de l'État en France crée mécaniquement l'affaiblissement de la nation et pas l'inverse. Alors quand vous dites affaiblissement de l'État, nous parlons d'antisémitisme, nous parlons des querelles sociales qui entrent de plus en plus dans l'école, contrairement à ce que Jean Zay voulait quand il était ministre de l'Éducation nationale. Cet affaiblissement de l'État, il est lié aussi à l'explosion des intérêts privés. D'une manière ou d'une autre, si vous voulez restaurer l'État, on va en finir par là, Alain Boer, dans cette conversation passionnante, est-ce qu'il ne faut pas mettre un frein à l'empiètement des intérêts privés et notamment des oligopoles ? L'oligopole n'est puissant que quand l'État est faible. Vous pensez ? Oui, je pense que les oligopoles sont très puissants en Russie
et qu'ils ne font pas peur à Vladimir Poutine. Donc je ne fais pas l'éloge de la dictature, je dis simplement que quand l'État est puissant, l'oligopole est faible. Merci beaucoup. En tout cas, on a compris que dans votre matrice rocardienne, il y avait aussi une place pour la méditation du rapport de force. Alain Boer, on vous souhaite un très bon sens weberien du terme. Au sens weberien, nous l'avions compris, de Max Weber naturellement. C'était passionnant, on a fait un tour d'horizon, on vous connaît mieux maintenant d'ailleurs aussi. Dictionnaire amoureux illustré du crime, Alain Boer aux éditions Plon-Grunt. Vous reviendrez bientôt parce que je crois qu'il y en a un petit nouveau en préparation. Fin janvier. Oh là là. Et le titre ? Vous verrez. Ah, ouais. D'accord. Teasing. Merci cher Alain Boer. Shavua Tov à toutes nos auditrices, tous nos auditeurs. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J.